France 3 Alsace, ravi de passer en votre compagnie ce vendredi 13 février qui vous portera chance, j'en suis sûre. Au sommaire aujourd'hui, du neuf à propos du congé parental. Quels sont les derniers changements en date? Nous ferons le point avec la caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin. Traumatisés crâniens, combien sont-ils en Alsace? Rendre visible ce handicap parfois invisible, c'est le combat de notre invité Jean Ruche, le président de l'association des familles de traumatisés crâniens d'Alsace. Et puis vous passez peut-être devant ces œuvres sans le connaître véritablement. L'artiste qui peint ses œuvres, c'est Dan 23, c'est notre invité ce matin. Il publie en ce moment un carnet de bord. Et puis notre Alsace trotteuse du jour, c'est Alexandra Bucure. Alexandra qui va nous faire vraiment voyager aujourd'hui. Bonjour Alexandra. Bonjour Astrid, bonjour à tous. Notre mission aujourd'hui, vous faire un tour du monde. En quelques minutes, nous sommes au salon Tourissimo, au Wacken, 18 000 m², 260 exposants, des hôtels, des agences de voyage. Bref, tout un cocktail pour vous faire rêver, vous faire voyager. À tout de suite. À tout de suite et attention au freinage. Et puis moi, je vais retrouver tout de suite mes invités. Et nos invités, on va commencer avec Alain Josroland. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sous-directeur à la caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin. La réforme des prestations familiales engagée par le gouvernement a un certain nombre d'objectifs qui nous touchent tous plus ou moins les uns les autres. Nous allons parler dans quelques minutes de ceux et celles qui décident de prendre un congé parental. Mais auparavant, peut-être rappeler le contexte de cette réforme. Quels sont les enjeux? Alors le sens de cette réforme, c'est d'impliquer davantage le deuxième parent, et en l'occurrence le père, puisque 97% des femmes s'arrêtent de travailler et très peu de pères prennent des congés parentaux. Donc l'objectif, c'est d'impliquer davantage le père. Et si je voulais résumer la situation, je citerai un proverbe suédois qui dit « L'émancipation de la femme passe par le travail et celle de l'homme par la famille ». Voilà. Et en suédois, ça donne quoi? En suédois, incapable de le prononcer. D'accord. À vos côtés, Jean Ruche, vous êtes le président de l'association des familles de traumatisés crâniens d'Alsace. Ça représente combien de personnes dans notre région? Alors, sur l'association compte à peu près 500 adhérents, mais on estime que sur la région Alsace, c'est plusieurs centaines de personnes chaque année qui sont concernées par un handicap grave suite à une lésion cérébrale acquise. Voilà, l'idée, c'est justement que ces personnes-là ne restent pas seules, que leur famille ne reste pas isolée et vous rejoignent pour essayer d'affronter ensemble tous ces bouleversements qui sont liés à ces traumatismes crâniens. L'idée, c'est surtout de trouver des solutions pour l'après-famille, parce que ce sont des personnes qui vont rester dépendantes de leurs proches et qui ont un besoin d'accompagnement quasi permanent. Voilà, nous en parlerons évidemment de manière plus détaillée dans quelques minutes. Auparavant, on va jeter un petit coup d'œil sur la carte météo de ce vendredi matin. Les hautes pressions ont favorisé la formation de brouillards matinaux, une grisaille qui devrait se dissiper en cours de matinée, surtout sur le Haut-Rhin, plus tardivement sur le Bas-Rhin, mais on devrait voir quand même un petit peu de soleil. Le vent reste fort sur les crêtes vosgiennes, beaucoup plus faible en plaine d'Alsace, à peu près 20 km/h du côté des températures. Regardez, c'est un petit peu comme hier, 8 degrés du côté d'Ingwiller et Kutzenhausen, 9 degrés à Strasbourg ou dans Bac-la-Ville, et puis jusqu'à 13 degrés, vous le voyez, du côté de Kems ou dans la région mulhousienne. Revue de presse maintenant, comme chaque jour, avec dans les DNA face à l'horreur. Les DNA reviennent ce matin sur le voyage d'études d'une journée à Auschwitz de 120 lycéens alsaciens. Un témoignage les aura marqués, celui de Ginette Kolinka, matricule 78 599. Parler aux jeunes, dit-elle, c'est ma thérapie. En Alsace, les maladies cardiovasculaires sont responsables d'à peu près 4000 décès par an. Certaines pharmacies participent à partir du 16 février et pour un mois à une campagne de dépistage, cholestérol, glycémie, hypertension artérielle, surpoids et tabagisme. Un contrôle gratuit qui vous prendra 20 minutes. Le détail justement dans le journal 20 minutes ce matin. Et puis l'hiver ne leur fait ni chaud ni froid. Article complet dans l'Alsace sur les 240 macaques de Barbarie de la montagne des Singes de Kinsheim, dotés d'un pelage d'hiver touffu, bien nourri. Ils profitent en ce moment des 24 hectares du parc pour eux tout seuls. Le public sera de retour le 21 mars prochain.
Nous allons ouvrir maintenant notre page infopratique consacrée justement à celles et ceux qui choisissent de prendre un congé parental avec vous, Alain Josses-Roland, de la Caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin. D'abord, le congé parental a été touché par la réforme ou pas du tout? Alors, on utilise improprement le terme congé parental pour désigner l'aide de la CAF. Congé parental, c'est le congé que l'on prend vis-à-vis de son employeur. On négocie ce congé avec son employeur. Il est de droit, mais on négocie la durée, les modalités. Mais ce congé-là n'est pas du tout impacté. Ça ne vous concerne pas. En fait, en tant que CAF, voilà, ça ne vous concerne pas. Par contre, les prestations versées au titre de ce congé parental, là, vous êtes directement concerné. Voilà, tout à fait. Et c'est là que les choses ont changé depuis le 31 décembre 2014 ou 1er janvier 2015. Qu'est-ce qu'il faut dire? Ça change pour tous les enfants qui naissent à partir du 1er janvier 2015. Sachant que pendant 3 ans, on aura un système transitoire, puisque les enfants nés avant le 1er janvier 2015 sont concernés par la réglementation précédente. Alors, le nom de cette nouvelle prestation s'appelle Prépare. C'est Exit, ce qu'on appelait autrefois le complément optionnel de libre choix d'activité. Oui, c'est la prestation qui va remplacer désormais de plus en plus et définitivement dans 3 ans, ce CLCA, ce complément de libre choix d'activité. Voilà, il y a effectivement une période un petit peu de chevauchement qui est assez naturelle. Alors, qui est-ce qui est concerné par cette nouvelle prestation? Je dirais tout. Alors, soit les mamans qui élèvent seules leurs enfants et qui souhaitent s'arrêter de travailler, soit les couples qui souhaitent également, l'un et l'autre, s'arrêter de travailler pour élever leur enfant jusqu'à l'âge de 3 ans de l'enfant. Quelles sont les conditions d'attribution? Alors, les conditions d'attribution restent les mêmes au titre de ce prépare. En revanche, ce sont les durées de versement qui diffèrent, puisque avant, on avait droit à, pour le premier enfant, 6 mois de prestations. Désormais, on a droit à 6 mois plus 6 mois si les 2 parents s'arrêtent de travailler. Donc là, c'est un plus par rapport à la prestation précédente. Et en cas de couple, dans une situation de couple, et à partir de 2 enfants, donc la durée peut se partager également entre 24 mois, donc 2 ans pour l'un, et 1 an pour l'autre. Sachant qu'on peut également panacher, alterner les périodes, prendre 6 mois, voilà. Mais en tout état de cause, si un seul des 2 parents s'arrête, il n'aura plus droit à 3 ans, mais ce sera limité à 2 ans. Voilà, l'idée, c'est d'embarquer les 2 personnes du couple, le papa, la maman, dans ce type de congé parental. Comment est calculé le montant de la prestation? Alors, le montant dépend, comme dans l'ancienne formule, pas tout à fait l'ancienne, mais en fait la précédente, si je puis dire. Oui. Le montant varie en fonction de la quotité de travail qui subsiste. C'est-à-dire que le montant est total pour un arrêt total d'activité, le montant est réduit pour une activité réduite à 50%, et le montant est minimum pour une activité de 4/5e, un jour par semaine. Et en moyenne, le montant, c'est combien? Alors, le montant maximum, c'est de l'ordre de 300 et quelques euros. Le montant médian, c'est 250 euros, alors à quelques euros près. Ça, c'est pour quelqu'un qui choisirait de réduire son activité, de passer à temps partiel à 50%. Voilà, c'est 250 à peu près. Voilà, et le montant minimum, c'est de l'ordre de 140 euros. Voilà, alors effectivement, la question qu'on se pose aussi, c'est est-ce qu'il est possible de partager cette prestation entre les 2 parents, du coup? Alors oui, c'est même recommandé si on veut bénéficier du maximum de droits. Donc le 2e parent peut donc effectivement partager et prendre lui-même un congé parental qui sera rémunéré et qui, si les 2 s'arrêtent, ira jusqu'à une durée totale de 3 ans. Que se passe-t-il pour les familles monoparentales, qui sont quand même très nombreuses? Oui. Alors là, il n'y a pas la possibilité les familles monoparentales disposent des droits, je dirais, antérieurs. C'est-à-dire que la maman qui se retrouve, par exemple, toute seule pour élever son enfant, va bénéficier donc du droit plein de 6 mois. Et dans le nouveau système, ça va jusqu'à 1 an. Donc la maman bénéficie d'1 an. Parce que c'est famille monoparentale, voilà. On peut aller jusqu'à 1 an. Voilà. Et si elle élève seule 2 enfants ou plus,
et qu'elle s'arrête complètement de travailler, effectivement, elle va percevoir sa prestation pendant une durée de 3 ans. Donc il y a un système un peu différencié qui vise à favoriser, puisqu'on sait que les situations de parents isolés sont des situations plus fragiles que les couples. Et que se passe-t-il pour les couples qui sont en couple, mais le mari n'envisage absolument pas de s'arrêter pendant 6 mois? Alors là, la prestation sera limitée à 2 ans, c'est-à-dire que ça ira jusqu'à 24 mois et on n'aura plus droit aux 3 ans dont on avait droit antérieurement. Et en cas d'adoption, la situation est la même? Oui, la situation est comparable en cas d'adoption. Voilà, la nouvelle prestation pour les parents qui souhaitent réduire leur activité ou s'arrêter pour garder leur enfant. Vous l'aurez compris, ça concerne les enfants qui sont nés à partir du 1er janvier 2015. Ça veut dire que vous avez sans doute pas mal de questions auxquelles vous devez répondre, j'imagine, dans vos services en ce moment. Et si vous-même vous avez des questions, il y a bien sûr le site internet de la CAF, caf.fr, et la possibilité bien sûr de prendre rendez-vous, me semble-t-il, à la CAF du Bas-Rhin. Merci en tout cas pour ces bons conseils. Lundi, dans notre page info pratique, nous parlerons du fait maison au restaurant. Depuis le mois de juillet dernier, on vous en a déjà parlé ici, les restaurateurs doivent indiquer sur leur carte quels sont les plats qu'ils font dans leur cuisine. Ils avaient jusqu'au 1er janvier pour se mettre en ordre de marche. Où en sont-ils? C'est ce que nous verrons avec Richard Nicolini de la Chambre de consommation d'Alsace. Vous avez des remarques, des petits courriers à nous envoyer. N'hésitez pas à le faire. alsacematin@francetv.fr. La boîte mail est là pour vous. Quoi de neuf maintenant dans l'actualité orinoise? Pour le savoir, on va voir ça tout de suite avec Dominique Silajec. Bonjour Dominique. Bonjour Astrid. Ravi de vous retrouver et on va parler de labour dans le vignoble. Et je ne suis pas enrhumée, je précise. De labour dans le vignoble, il s'appelle Boris, il a 13 ans et il pèse 800 kilos, une belle bête, donc un cheval de trait qui travaille avec son maître Eric. Et je peux vous garantir Astrid, c'est pas du folklore, c'est pas du retour à la nature comme ça pour faire genre. C'est vraiment aujourd'hui une démarche de beaucoup de viticulteurs alsaciens, le retour à, non pas le retour, mais la mise en œuvre de la biodynamie. Eh bien, le cheval passe le soc dans la vigne, eh bien le viticulteur nous décrit le plus l'avantage de cette technique ancestrale pour un vin au final meilleur, je pense. Voilà, on va regarder ce reportage signé Anne-Laure Herbé et Véronique Arnoux. Boris, en plein labeur, un spectacle fascinant. Du haut de ses 13 ans, le cheval de trait impressionne. Mais il est habitué. Il laboure des parcelles de vignes, ici du côté de Pfaffenheim, depuis 2007. Un travail en puissance et en finesse, le résultat d'une belle entente entre lui et Eric. Tout va devoir se passer que au feeling. Surtout que vous voyez bien que je suis plus concentré sur le travail que sur le cheval. Ça se fait que mon cheval doit être parfaitement dressé. Il faut que je l'ai dans la tête. Eric et Boris ont démarré sur une partie des parcelles du domaine Umbrecht. En 2011, Marc décide de leur confier tout son vignoble, un vignoble travaillé en biodynamie, c'est-à-dire avec le moins de chimie et de machines possible. Le recours au cheval s'inscrit dans cette perspective, moins bruyant qu'un tracteur, et c'est là le moindre de ses atouts. Le cheval, il ne tasse pas le sol, il ouvre le sol, il ne le déchire pas. Donc c'est tout un travail complètement différent par rapport aux machines qui est vraiment super pour rehausser l'aspect qualitatif des vins. Et on a, je dirais, beaucoup moins de problèmes de maladies durant la période estivale. Et le sol respire mieux, on a remarqué vraiment un sol avec beaucoup plus d'activité biologique et vraiment un sol qui est en meilleur état. Peu à peu, les autres viticulteurs du coin se sont laissés séduire. Aujourd'hui, ils sont 4 à avoir recours au service d'Eric et de Boris. Une contamination positive. Voilà, c'est tout bénef, effectivement. Alors Dominique, plus grand monde derrière vous dans la rédaction, tout le monde est sur le terrain déjà pour préparer la locale de ce soir, j'imagine. Oui, tout à fait. En tout cas, on a une équipe qui est à Verensouze, au musée des amoureux. Vous saviez ça, Astrid? Depuis 1999, il y a un musée des amoureux à Verensouze. C'est un endroit où on peut lire des lettres d'amour, des cartes postales d'amour qui datent du 19e jusqu'à peu près à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On va découvrir ça ce soir. Et puis, on finira la semaine à France 3 Haute-Alsace en musique parce que nous avons assisté hier à une répétition de l'Orchestre symphonique de Mulhouse qui propose demain soir une soirée toute russe, que de la musique russe.
Voilà, bonne journée Astrid. Merci beaucoup Dominique, belle journée à vous du côté de Mulhouse. Et la locale de Haute-Alsace, c'est bien sûr à 19h15 ou sinon toute la journée sur notre site internet alsace.france3.fr. Alain Jozeroland, je vous remercie d'être passé nous voir ce matin pour nous donner des nouvelles de la caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin. Et maintenant nous allons partir pour le Wacken au parc des expositions parce que vous le savez, les grandes vacances, le dépaysement et pourquoi pas les voyages, c'est maintenant qu'il faut y songer. Tourissimo, c'est l'endroit qu'il vous faut. 3 jours de salon à Strasbourg que nous fait découvrir Alexandra Bucure. Et Astrid, notre destination pour ce petit tour du monde en quelques minutes, eh bien, on a choisi la République tchèque, pays invité d'honneur ici à Tourissimo. Je suis avec Marie Murova, elle est responsable de l'Office du tourisme de la République tchèque. Expliquez-nous un petit peu pourquoi la République tchèque avait envie d'être ici à Tourissimo, à Strasbourg. Bonjour, c'est vrai que l'Alsace et la Lorraine sont pour nous des régions de France où la République tchèque est assez populaire de par sa proximité tout simplement géographique. Strasbourg-Prague, je rappelle, ça fait 600 km. Alors on pense évidemment à Prague. Est-ce qu'on imagine qu'il existe plein d'autres choses à découvrir en République tchèque ? Oui, alors notamment cette année, on souhaite tout particulièrement attirer l'attention sur la Bohème de l'Ouest, qui est encore plus proche de l'Alsace, avec Pilsen, qui est devenue capitale européenne de la culture. Et c'est une région avec beaucoup de villes thermales. Donc nous avons Marienbad aujourd'hui présent parmi nous. Et donc c'est une région qui vaut le détour aussi. Alors une région justement où on produit ça, la bière tchèque. Exactement, Pilsner avec sa fameuse Pilsner Urquell, une bière très forte, donc à consommer bien sûr avec modération, que vous allez pouvoir goûter ici sur notre stand aujourd'hui. Comment vous attirez les touristes alsaciens en fait ? De quoi vous leur parlez ? Qu'est-ce qu'ils aiment ? Les touristes venant d'Alsace aiment venir en voiture. Donc le point fort, c'est vraiment donner des explications sur les transports, comment se rendre en République tchèque en voiture. Beaucoup de camping-caristes, notamment aujourd'hui présents de manière assez forte au salon. Donc beaucoup de brochures sur le camping et des astuces par où passer, ne quoi pas manquer pour vraiment passer de belles vacances. Merci beaucoup Marie. Et justement, on va rejoindre le directeur du salon Tourissimo. On attend ici 22 000 personnes sur tout le week-end. Bonjour Monsieur Meder. Bonjour. Qui vient à Tourissimo ? Toutes les personnes qui ont envie de partir en vacances. C'est ça l'avantage, c'est chercher de bonnes idées à Tourissimo, de nouvelles destinations, des invités d'honneur et surtout chercher un peu d'originalité avec de l'hébergement insolite, des véhicules de loisirs, de l'onotourisme, tout ce qu'on peut décliner aujourd'hui dans le tourisme. Est-ce que les touristes sont différents par rapport à il y a quelques années ? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de dépaysement ? Ils ont effectivement besoin de beaucoup de dépaysement, mais aussi d'originalité. Donc chercher un peu d'insolite dans les vacances et d'éviter peut-être le tout venant. Et c'est ça l'intérêt d'un salon du tourisme. Et en termes de prix, est-ce qu'on peut faire des affaires ici ? On peut toujours faire des affaires, puisque le salon, c'est souvent l'opportunité pour un agent de voyage ou un hôtelier, par exemple, de faire des opérations promotionnelles. Donc c'est vraiment l'occasion de faire de très bonnes affaires. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Et puis nous, on va voir qu'ici, en fait, sur les 18 000 mètres carrés, il y a 10 000 mètres carrés réservés aux véhicules de loisirs. C'est ce qu'on va aller voir dans un tout petit instant. A tout de suite, Alexandra. À suivre dans Alsace Matin, chaque année, on estime à 120 000 le nombre de personnes confrontées à un traumatisme crânien. Pour 10 000 d'entre elles, le traumatisme est sévère. Leur vie et celle de leur entourage peut être totalement bouleversée. Nous allons en parler dans quelques instants avec Jean Ruche, qui préside l'association des traumatisés crâniens d'Alsace. Et puis Dan, comme Daniel, 23, parce que paraît-il, c'est son nombre fétiche. Vous me direz si c'est juste ou faux, Dan 23. Dan 23, l'artiste vient nous rejoindre. Son travail, on peut évidemment le voir au détour d'une rue, sur un mur, une porte rouillée, car c'est bien de street art dont nous allons parler. L'occasion aussi d'évoquer un carnet de bord que Dan 23 est sur le point de publier. Mais avant cela, Route 67 qui se glisse dans les coulisses d'un tournage. Le tournage d'une série qui sera diffusée sur le web. Elle s'appelle Casse-tête. C'est l'histoire d'un couple handicapé, touché par des lésions irréversibles au cerveau, qui va trouver refuge chez un couple de lesbiennes. Une confrontation propice à des échanges comiques, une drôle de leçon et de tolérance aussi. Régine Wilhelm et Marie-Christine Lang. Gros plan sur le tournage d'une web-série qui est en cours en ce moment même à Ilkirch-Grafenstaden. La série s'appelle Casse-tête. Tous les figurants, les techniciens sont en train de se mettre en place. La particularité de cette web-série, c'est qu'elle met en présence des comédiens professionnels et des comédiens amateurs handicapés. Dans 5 minutes, on commence la répétition.
Pour Isabelle, ce tournage est un rêve qui se réalise, être comédienne. Cette jeune femme traumatisée crânienne n'aurait jamais imaginé devenir une héroïne de série. Aux côtés de son compagnon, François, lui aussi handicapé, ils jouent des pans de leur propre vie. Le scénario est simple. Un couple de cérébrolésés est victime d'un dégât des eaux dans son appartement. Leur voisine de palier, un couple de lesbiennes, les recueille le temps d'un week-end et découvre l'étendue de leur infirmité. Rien à foutre. Encore plus fort, François. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Voilà. Lui dit des choses spontanément et regrette après. Ce couple les accueille, puis d'un seul coup, il peut leur balancer des énormités et puis s'excuser après. Ah, pardon, excusez-moi, c'est à cause de ma tumeur. Restez avec nous. Les amis de ma fille sont aussi mes amis. Isabelle, c'est plus ces séquelles d'élocution qui sont mises en avant, mais on le voit. Et par contre, on lui a rajouté un truc qu'elle n'a pas, c'est par exemple des confusions. Il y a beaucoup de traumatisés crâniens qui peuvent, par exemple, le matin, quand ils se réveillent, ne plus savoir s'ils sont morts ou vivants, ne plus savoir si c'est la réalité ou un rêve, et souvent faire des confusions, se croire dans une réalité d'il y a 20 ans, alors qu'ils sont aujourd'hui. On a exagéré les situations, on les a condensées en fait sur 2 jours, un week-end. Elles vont découvrir pendant un week-end ce que c'est que la cérébrolésion et elles ne vont pas être déçues du voyage. Donc tu te souviens, l'année dernière, je t'avais parlé d'un Ce projet, soir-là, les comédiens enregistrent la scène du restaurant. Après avoir claqué la porte de l'appartement après une violente dispute, Isabelle et François retrouvent leur logeuse par hasard. On est chez vous et comme ça répondait pas, on a pensé vous attendre au resto. Merde, les clés. Vu comment on est parti ce matin, on pensait que vous faisiez peut-être la gueule. Pardon. Merci, c'est gentil. Fallait pas. 6 épisodes de 5 minutes chacun sont en préparation. Isabelle et François ont dû répéter leurs répliques de longues semaines. Car quand on a des lésions au cerveau comme eux, la mémoire fait défaut. C'est à l'âge de 14 ans que la vie d'Isabelle bascule. Sa mère et son beau-père sont tués dans un accident de la route. À l'arrière, elle s'en tire avec un traumatisme crânien sévère. Depuis lors, elle est invalide. C'est comme une falaise où on peut tomber, mais moi je suis remontée de l'autre côté. Avec lui? Oui, avec mon bébé. François a une tumeur au cerveau inopérable. Il a rencontré Isabelle dans un groupe d'entraide mutuelle. Non sans difficulté, ils se sont installés ensemble. Ils ne peuvent pas travailler, alors ce film est une diversion extraordinaire. On s'ennuie beaucoup, mais on trouve des occupations. On s'ennuie parce que... Oui, l'ordinateur. Comme on ne peut pas travailler, on comble les vides. Je fais plus qu'un. Et c'est ce qui est arrivé. Voilà. La série Casse-tête est née de la rencontre du réalisateur avec l'association des traumatisés crâniens. Elle regroupe des victimes d'accidents, de cancer du cerveau, d'AVC ou de rupture d'anévrisme. Casse-tête est une série drôle qui en dit long sur un handicap méconnu et parfois invisible. À l'intérieur, le tournage continue. On va les laisser travailler. La web-série Casse-tête sera disponible sur Internet d'ici fin mars, début avril, sous cassetête.tv. Et précisément, l'association des familles de traumatisés crâniens d'Alsace est représentée ce matin dans Alsace Matin par Jean Ruche, qui est président de cette association. Un mot sur ce projet-là qui est en cours de réalisation, qui est quand même assez incroyable, cette aventure. Alors, c'est une aventure qui a été initiée par Marc Jonas, donc le réalisateur, par la rencontre d'Isabelle et de François, donc qui ont des situations de vie particulières suite à l'accident. Et on a eu l'opportunité, grâce au soutien de donateurs privés et du groupe Humanis, de pouvoir monter une web-série qui parle donc de la vie quotidienne des personnes cérébrolésées avec humour. Voilà, c'est tout l'enjeu effectivement de cette web-série, parce que le quotidien ne prête pas forcément à rire tous les jours. Expliquez-nous justement ce qu'il faut entendre par traumatisé crânien. D'où peuvent provenir ces traumatismes? Alors,
on va dire, 3 grandes catégories de personnes qui sont victimes de lésions cérébrales acquises. Les personnes qui ont des traumatismes crâniens, donc suite la plupart du temps à un accident de la voie publique. Donc c'est des gens qui ont une moyenne d'âge plutôt de 27 ans, donc qui vont passer des semaines, des mois dans le coma et qui vont ensuite être confrontés à un parcours de rééducation et de réinsertion. On a également des personnes qui sont victimes d'accidents vasculaires cérébraux, rupture d'anévrisme ou anoxie cérébrale, et qui, elles, sont en général un petit peu plus âgées, donc plus installées dans la vie, souvent en couple avec des enfants, avec des grandes difficultés également invisibles donc sur l'orientation dans le temps, l'orientation dans l'espace, la mémoire, les troubles du comportement. Et puis, on a également un certain nombre de personnes, comme François, qui sont touchées par des tumeurs au cerveau, qui sont parfois opérables, parfois pas, et qui vivent exactement les mêmes difficultés. Ces 3 catégories de personnes ont un quotidien où on parle souvent d'un handicap invisible. L'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, en tout cas, c'est vrai que ce sont des vies bouleversées. La vie de ces malades l'est, la vie de leur entourage évidemment aussi. On va écouter tout de suite ce témoignage. Écoutez. Le mari que j'ai là, moi je l'avais choisi. Celui que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas choisi. Je ne sais pas si je le choisirais aujourd'hui, parce que il est totalement différent. On vit avec quelqu'un de différent. Il faut être fort, il faut rester fort, il faut être parce que je veux décevoir personne, mais manque de bol pour moi, je déçois tout le monde. On se dit, après tout, c'est pas de sa faute s'il a eu un accident. On subit un peu, mais bon, voilà. Puis il reste de l'amour, parce qu'on avait 20 ans d'amour, donc ça continue. Et c'est ce qui fait tenir. Puis de temps en temps, on va pleurer dans un coin, et puis et on revient, personne l'a vu, puis tout va bien, quoi. Et quel est l'impact, justement, sur la cellule familiale quand un traumatisme pareil arrive ? Alors, on pourrait comparer ça à l'explosion d'une bombe qui va toucher en premier lieu, évidemment, les parents, surtout sur les traumatisés crâniens, puisque ce sont des jeunes étudiants, la plupart du temps, qui vont se retrouver pendant quelques semaines, quelques mois, dans l'incertitude de savoir s'ils vont survivre. Et ensuite, il y a un espoir démesuré, c'est l'espoir de revenir à une vie la plus normale possible. Celle d'avant. Celle d'avant. Mais c'est malheureusement bien souvent impossible parce que des séquelles, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient cognitives, viennent empoisonner l'existence et empêcher par exemple le retour au travail, empêcher la construction d'une vie sociale, le lien avec les amis d'avant, le lien avec parfois les enfants, puisqu'un certain nombre de parents sont cérébrolésés. Et c'est une véritable catastrophe qui touche principalement les aidants familiaux et puis les blessés, bien évidemment. Voilà, les aidants familiaux, ce sont ces proches qui partagent leur quotidien. Quelles sont les perspectives d'avenir, du coup ? Alors, on a essayé avec Casse-Tête de montrer que malgré cette difficulté, malgré ces accidents, on vit malgré tout. On continue, on reconstruit un projet qui est différent, mais je dirais que ce qui tenaille les aidants familiaux, c'est la question du devenir. Que deviendra mon proche lorsque je ne serai plus en capacité de l'accompagner. Et c'est là-dessus que l'association essaye de s'investir pour créer des solutions pour l'après-famille. Parce que malheureusement, les parents ne sont pas éternels et il faut trouver des solutions de logement, des solutions d'accompagnement, des solutions de vie sociale parce que les troubles cognitifs touchent aussi la faculté à créer du lien, à démarrer des activités, à s'organiser dans la journée. Quand vous parlez de trouver des solutions, quelles sont les pistes que vous êtes en train d'explorer déjà aujourd'hui ? Alors, au niveau de l'association, on a démarré un dispositif logement où on a imaginé des colocations entre personnes cérébrolésées qui donc mutualisent leurs ressources, que ce soit l'aide humaine, que ce soit les courses, que ce soit la vie quotidienne, parce que ça répond à un besoin, celui de lutter contre l'isolement social, celui de trouver aussi des solutions pragmatiques dans un contexte public qui est difficile en termes de subventions, et puis globalement ce qui permet aux familles aussi à un moment donné un lâcher-prise. Voilà, c'est effectivement ce qui est important. Vous voulez en savoir davantage sur cette association des familles des traumatisés crâniens. L'association a son site internet, AFTCAM. Je sais pas comment il faut le dire, mais
jelépelle.org. De toute façon, on vous met ça sur notre site internet d'Alsace Matin et vous en saurez évidemment bien plus. Il y a également ces petits semestriels qui sont diffusés à l'intention des familles avec des angles extrêmement concrets qui les concernent directement, j'imagine. En tout cas, merci beaucoup Jean Ruche. On va repartir au Parc Expo, au Wacken, vous le savez, qui abrite depuis ce matin Tourissimo, le salon du voyage, avec en invité d'honneur la République tchèque. Alexandra Bucur est sur place pour nous faire vivre les toutes premières heures de ce salon. Alexandra. Vous savez, Astrid, ce qui est très tendance en matière de tourisme actuellement, c'est le camping-car. Tout le monde a envie de voyager librement, sans souci de réservation. Voyager librement, oui, mais pas à n'importe quelle condition, parce qu'aujourd'hui, le camping-car, c'est le luxe. Je suis dans un flair. C'est 20 mètres carrés, en fait, un camping-car de 20 mètres carrés, un vrai petit appartement avec le coin salle de bain, avec la chambre et les petites toilettes, la cuisine. Bref, tout le luxe à portée de main et sur 4 roues, même plus peut-être. Laurent, vous êtes le créateur, enfin c'est l'entreprise créatrice de ce camping-car. Est-ce qu'aujourd'hui, forcément, il faut que ce soit luxueux ? De plus en plus, effectivement, les gens demandent de plus en plus le confort, donc un certain luxe. Et ils considèrent ça comme un appartement sur roue. Donc, au lieu d'investir dans un appartement à la côte, ils investissent dans un camping-car qui est assez luxueux, où il y a tout le confort. Et ça coûte combien, ce petit objet ? Là, on est proche des 200 000 €, donc c'est non plus pas à la portée de tout le monde, mais il est vrai, de plus en plus, on a cette clientèle de luxe. C'est fini le van d'il y a quelques années où on partait comme ça, sans se soucier de où on va se laver, où on va manger ? Ça existe encore, mais il est vrai que la clientèle luxueuse a augmenté largement, oui. Est-ce que les gens ont encore envie ? Pourquoi ils choisissent le camping-car, pardon ? Pourquoi ils achètent un camping-car ? C'est une liberté totale, donc on n'a aucune contrainte, on a un endroit qui nous plaît, on s'arrête, on reste sur place et on en profite, donc on n'est jamais lié à quoi que ce soit. Donc on n'a pas cette liaison de manger à midi ou de se coucher le soir à 22h, où voilà, on est totalement libre. Ce sont des camping-cars sur mesure ? Non, ça c'est de la série. Par contre, l'aménagement est plus ou moins sur mesure avec les options, oui. Qu'est-ce que les clients demandent ? Qu'est-ce qu'ils veulent absolument avoir ? À l'heure actuelle, toutes les options, y compris les 2 téléviseurs, le GPL, le GPS, groupe électrogène et ainsi de suite, pour être totalement autonome. Donc en ce moment, j'ai des clients qui font un tour du monde, qui sont des restaurateurs, des très jeunes, qui font un tour du monde pendant 3 ans. Donc ils en profitent en totalité, comme s'ils avaient un appartement. La différence, c'est qu'il est sur les roues. Merci beaucoup, Laurent. Et je rappelle que Laurent Camping, c'est une entreprise strasbourgeoise. Merci beaucoup, Alexandra. On va faire un point sur l'actualité régionale de ce vendredi matin tout de suite. Avec le flash présenté ce matin par Régine Wilhelm. Bonjour Régine. Bonjour Astrid. Retour aujourd'hui sur les conséquences de la hausse du franc suisse. Effectivement, Astrid, alors une des conséquences directes de la hausse du franc suisse, c'est bien sûr la hausse du pouvoir d'achat de nos voisins helvétiques. Ils font beaucoup plus souvent leurs courses en France, mais encore davantage en Allemagne, où les prix de l'alimentaire notamment sont réputés plus attractifs. Résultat, les douaniers suisses qui ont présenté leur bilan annuel hier à Bâle ont noté une hausse de la contrebande de viande. On écoute un responsable des douanes suisses. On a une augmentation de certains postes qui est plus que 106% ce qui concerne le contrebandisme. Et là, c'est surtout la viande qu'on constate qui est importée maintenant dans les grandes quantités. Mais quand même, on a le droit d'importer qu'1 kilo. Mais quand nous faisons les contrôles, on constate très vite 5, 6 ou même 12 kilos qui sont cachés dans une voiture ou cachés dans les sacs. Oui. Et de 16, un 16e bus a été incendié cette nuit dans la commune de Chervillers. L'autocar appartient à la société Christine Atour.
L'Alsace sportive retient son souffle. Le derby, c'est ce soir à 20h30 à la Méno. 22 500 billets ont été vendus. Hier, les joueurs du Racing étaient à l'entraînement. Les Colmariens ont préféré rester discrets. Seuls leurs derniers échauffements ont pu être filmés par notre équipe. Il est vrai que les Colmariens sont en difficulté. Ils sont tombés à la 10e place du classement. Je vous propose d'entendre Damien Hoth, l'entraîneur des SR Colmar un peu sous pression, et le président du Racing, Marc Keller, très content, lui, du spectacle qui s'annonce. Je pense qu'il fallait qu'on se réfugie dans le travail et qu'on pense qu'à travailler. C'est pour cela qu'on a essayé de se concentrer, essayer de bien faire les choses. On a rajouté des séances. On ne s'est pas concentré sur le match de Strasbourg. On s'est concentré sur notre situation. Notre souci, c'est nous-mêmes. Et donc, que ce soit le derby ou pas, nous importe peu. On est content parce qu'a priori, on devrait faire, je pense, entre 23 000 et 25 000. 25 000, c'est guichet fermé. Peut-être qu'on ne sera pas loin, j'espère. En tous les cas, il y a un engouement terrible autour de ce derby et je trouve que c'est très intéressant à vivre. Et moi, je suis très heureux de revoir une Méno pleine. Et là, on a une opportunité de faire un match intéressant contre Colmar, qui est un derby, un club aussi qui est ambitieux, qui a bien travaillé depuis quelques années. Et je crois que c'est pour ça que tous les Alsaciens sont là. Voilà, et résultats et les buts, on espère, demain à midi pile dans notre journal. Bonne journée Astrid. Bonne journée Régine, merci beaucoup. Le prochain journal, c'est à midi et c'est Marie Heidmann qui vous le présentera. Pour l'heure, c'est notre mission Elsassisch, notre petite leçon en alsacien signée Pierre Nuss. Schöner Grüß Binander. Untere Minute warm Ried von der Finderrede. Nous parlerons aujourd'hui des ennemis en moins d'une minute. Le mot der Find, l'ennemi est très ancien. Il vient du vieux scandinave Fjandi, c'est une langue viking qui veut dire l'ennemi ou le diable. On retrouve d'ailleurs dans The Fiend anglais l'idée du démon ou d'une personne cruelle, ennemi en tous les cas. Le mot allemand der Feind va aussi dans ce sens, l'ennemi. Mais en alsacien, Sfindbild, littéralement l'image de l'adversaire, désigne le spectre ou le fantôme. On reste un peu avec l'idée de l'ennemi surnaturel. Rappelez-vous aussi les mots de Pierre Desproges. Der Find meint mir sind Find, de Pi sind sis. Les adversaires croient que nous sommes l'ennemi, mais en fait, pour nous, l'ennemi, c'est eux. Bis Paul, faire un Eisfurt. Les rues, les murs sont ses toiles. Dan 23, artiste strasbourgeois bien connu des amoureux de street art, est avec nous sur ce plateau. Vous changez de support en présentant en ce moment un livre qui rassemble vos toiles. Pas forcément mes toiles, enfin il y a quelques toiles dedans, mais surtout les murs. Les murs, voilà. Et puis ces 2 dernières années qui ont été très différentes des années auparavant. Vous avez conçu un carnet de bord, plus qu'un livre d'ailleurs. Ouais, je voulais en faire un petit objet intimiste, plus sous la forme d'un carnet de bord avec des annotations, des petites photos personnelles, histoire de faire rentrer un peu plus à l'intérieur de ces 2 dernières années. Pourquoi ces 2 dernières années? Qu'est-ce qu'il y a eu de si particulier dans votre rétroviseur? Parce que tout simplement, avant, j'étais un peintre strasbourgeois et je suis passé à une dimension un peu plus nationale et internationale. J'ai fréquenté justement les grandes figures, les grands personnages du street art, et j'ai pu accomplir un peu mes petits rêves d'enfant. Faire des façades d'immeubles, des grands murs, Lego. Live painting aussi. Ouais, live painting, mais en fin de compte, ça c'est un peu mon cursus d'avant. Ouais. Pendant 6 ans, j'ai peint sur scène durant des concerts. Et puis à un moment, j'ai décidé d'arrêter et de passer à autre chose. Donc, en tout cas, voilà, ça fait partie de mon parcours. Ce qui est resté quand même, c'est la musique. Parce que quand vous peignez sur scène, forcément, vous peignez dans une ambiance musicale, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais, ça fait vraiment pareil. Je suis venu à la peinture par la musique et donc la musique est restée encore prépondérante dans mon travail. Chaque toile ou chaque mur a le nom d'un morceau de musique. Sur votre site, vous mettez votre playlist du moment aussi. Voilà, il y a une petite radio, donc elle est vraiment extrêmement présente au quotidien même. Je me lève, j'écoute de la musique, je travaille, j'écoute de la musique. Et c'est une musique en fonction de vos humeurs ou c'est la musique qui détermine votre humeur et du coup vos peintures? Non, c'est vraiment, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que j'aime bien me laisser absorber par la musique ou au moins la découvrir. Donc tous les jours, j'ai quelques playlists que j'écoute, des radios et puis comme ça je vais découvrir des nouveaux morceaux.
Jean Ruche, je ne sais pas, vous avez déjà croisé les peintures de Dan 23 dans les rues de Strasbourg? Ça m'est arrivé, oui. Parce que c'est quand même... je trouve que c'est très beau de vous voir travailler, en fait, quand on a la chance de vous apercevoir en train de travailler. Je ne sais pas si c'est encore le cas, d'ailleurs, en ce moment. Là, il fait un peu plus froid, donc je fais du collage d'hiver. L'artiste est frileux quand même, d'accord. Non, mais ça m'arrive, mais peu. En fin de compte, c'est assez difficile parce qu'à Strasbourg, ils ont une politique par rapport au graffiti, au street art qui est très répressive par rapport à d'autres villes. C'est illégal? Oui, c'est complètement illégal. D'accord. Et vos rapports avec la police, ça se passe comment? Bon, de temps en temps, ils vont m'embarquer, mais c'est plus pour la forme parce que quelqu'un les a appelés, ils sont obligés de faire une main courante, mais ça se passe très bien. Ça se passe bien. Ouais. L'importance de dessiner, de s'exprimer, on en a beaucoup entendu parler depuis le mois de janvier. Comment vous vous situez par rapport à tout cela, justement, cette liberté d'expression? Je pense qu'elle est un peu, le mot est un peu galvaudé parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit totale, mais par contre, elle est extrêmement utile. Je pense il faut souvent l'associer à la liberté de penser, plus que la liberté de s'exprimer. Je suis assez partisan d'aller découvrir les infos. On a un outil qui est génial de nos jours, c'est Internet. Et donc, par rapport à un sujet de société, on n'est pas forcément obligé de suivre les discours dominants. On peut aller chercher sur Internet, découvrir, par exemple, pour un conflit, quels sont où est situé le pays, les enjeux géostratégiques, politiques, etc. Donc cette liberté de réflexion, elle peut amener après une liberté de parole. Donc ouais, je pense que c'est très important de la garder, de la cultiver, de la transmettre. Moi, je m'en sers par rapport à mes peintures, mais voilà, je pense que chacun, à son niveau, a le devoir moral de s'indigner et de pouvoir créer un débat. C'est cette maturité dans l'art qui vous fait réfléchir à tout cela? Vous avez envie de dénoncer des choses aussi dans vos dessins? Voilà. Ouais, c'est important. Je pense que quand on a l'occasion après de s'exprimer, et puis moi à un petit niveau, mais il y a des gens qui suivent mon travail, je pense que c'est important. C'est pas forcément de dénoncer. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'amener un débat. Rencontre. Par exemple, quand j'étais en Tunisie, je cite souvent cet exemple, j'ai fait un portrait féminin. Des grands yeux féminins sur un mur. Je savais que ça allait provoquer des réactions. On l'a vu passer, effectivement, votre dessin. Le but, c'était vraiment de rencontrer les Tunisiens qui me parlent de leur pays, parce que c'est le pays où le printemps arabe est né. Il y a la Libye qui est juste à côté. Et au début, ils ont pu prendre ça comme quelque chose qui pouvait un peu les agresser. Et le fait de parler, ils se sont rendus compte que j'avais envie de rencontrer leur pays et discuter avec eux. Donc j'ai envie de créer le débat et de comprendre et que chacun donne son point de vue. Mais tout ça dans l'écoute. Voilà, c'est effectivement extrêmement important, et l'écoute et le regard aussi. Ouais. C'est celui que vous nous proposez, en tout cas, de poser sur vos œuvres dans ce carnet de bord qui s'appelle Street Life, tout simplement, qui est en souscription, me semble-t-il. Ouais. Vous avez atteint le nombre d'exemplaires suffisant pour l'imprimer? J'ai atteint le nombre, mais on peut toujours le commander pour faire monter le nombre. Oui, mais surtout pour enrichir sa bibliothèque aussi. Le livre, donc en souscription, vous pouvez passer commande sur bibliocratie.com. Et bien sûr, pour en savoir davantage sur l'œuvre de Dan 23, il y a son site internet, dan23.com, tout simplement. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé nous voir. On vous emmène une dernière fois à Torissimo. Ça ne sera peut-être pas la Tunisie. On va voir ce qu'Alexandra Bucur nous réserve pour sa dernière intervention. C'est quel pays ou quel mode de voyage, Alexandra, pour l'heure? Alors, c'est un mode de voyage très particulier parce que c'est vrai, quand on parle tourisme voyage, on s'imagine la plage, les cocotiers, les transats. Et bien ici, c'est pas du tout ça. C'est plutôt des stages de survie. Mais beaucoup de gens s'y intéressent. Je suis avec Jean-Noël. Vous avez de plus en plus de clients qui viennent ici se dépasser. Alors la curiosité, effectivement, plaît beaucoup. Le voyage pendant les stages de survie va être intérieur et va être assez local puisque les stages se déroulent en Alsace. Qu'est-ce que vous apprenez à ces clients ? Alors les stagiaires qui viennent pendant le stage vont redécouvrir quels sont nos besoins vitaux et comment, à partir de beaucoup de savoir et très peu de matériel, on peut, dans la nature, trouver ce dont on a besoin. On est très loin du confort traditionnel. Non, on n'est pas loin du confort traditionnel, mais on crée son confort. C'est ça la différence. Au lieu que d'avoir tout fait ou de l'acheter, on peut faire un lit très très agréable. On peut dormir bivouaquer sur de la mousse. Seulement, ça prend un petit peu de temps pour faire un bon matelas de mousse, mais on dort très très bien. Quels sont les instruments d'un kit de survie ?
Alors nous, les instruments qu'on emmène, ça va être un petit peu de corde, ça va être un contenant comme une gourde en inox qu'on va pouvoir mettre directement dans le feu, un couteau, une couverture de survie et de quoi faire du feu. C'est la base, avec en plus les stagiaires ont le droit d'emmener un petit récipient avec des petits fruits secs en cas de petites défaillances ponctuelles. Alors ce qui est important en fait, c'est que pourquoi ces objets-là? Tout simplement parce que si on voulait les fabriquer dans la nature, Ce serait compliqué. En fait. Ce serait compliqué, ça prendrait du temps. Donc on va plutôt prendre du temps pour cueillir, trouver de quoi manger, faire un peu de cuisine sauvage. Donc la base de ces 5 ou 7 objets, on les emmène. Vous avez quand même ramené, je veux quand même le montrer parce que c'est assez impressionnant, le couteau préhistorique. Voilà, ça c'est pendant les stages de technique de vie primitive. On va apprendre à faire du feu par friction, tout simplement en frottant 2 morceaux de bois. C'est des vieilles méthodes mais qui marchent toujours. Hein. Ah oui, ça marche très très bien. Après, honnêtement, la survie, on ne peut pas forcément se baser là-dessus parce qu'il faut avoir le bon bois à la bonne saison. Voilà, si le bois est mouillé, ça c'est compliqué de faire du feu par friction. Alors justement, vous parliez de feu. Il y a aussi quand même des instruments récents, enfin assez modernes, pour se faciliter la vie. Hein. Tout à fait. Voilà, si on prend l'exemple de la pierre à feu, ça a été inventé par l'armée suédoise au début des années 80. Et effectivement, juste par friction, et on va donc produire des étincelles. Et ça coûte combien ? Un petit truc comme ça, pour 10 000 allumages, c'est 10 €. Donc voilà, 10 000 allumages, vous avez le temps de voir venir. Et le stage ? Alors un stage 2 jours, c'est 180 €. Merci beaucoup Jean-Noël. Et j'emporte votre petit allume-feu pour moi. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bon, personnellement, sac à dos, moi, ça me suffit. Il y a tout ce qu'il faut. Merci en tout cas. Et Tourissimo, donc, c'est jusqu'à dimanche soir au Parc des Expositions de Strasbourg. Lundi, dans votre émission Alsace Matin, nous allons nous intéresser aux faits maison au restaurant. Vous le savez, depuis le mois de juillet dernier, les restaurateurs doivent indiquer sur les cartes les plats qu'ils transforment effectivement dans leur cuisine. Le 1er janvier, ils devaient être tous en ordre de marche. Où en sont-ils? C'est ce que nous verrons avec Richard Nicolini de la Chambre de consommation d'Alsace. Un dernier petit mot avec nos invités. Jean Ruche, pour votre association des familles de traumatisés crâniens. Quels sont vos besoins aujourd'hui, très concrètement? Je crois que comme toutes les associations dans le secteur du handicap, on recherche en permanence de l'argent pour financer des projets. On a un projet de vélo-tour sur Strasbourg pour faire du vélo adapté pour les personnes à mobilité réduite. Donc on recherche de l'argent, des bénévoles, des partenaires, des personnes qui peuvent nous soutenir. Voilà, effectivement, venez soutenir cette association dont nous vous mettrons le site internet sur le site d'alsacematin.fr. Un dernier petit mot aussi avec vous, Dan 23. Les graffitis sont, paraît-il, très tendance chez les particuliers. Il paraît qu'il y a des gens qui passent commande à des artistes, à des graffeurs pour refaire un coin du salon, un coin de la salle de bain. C'est des commandes qu'on vous fait aussi? Ouais, c'est souvent. Ça peut être aussi des entreprises, par exemple un bar. Ou, Mais c'est depuis que c'est médiatisé, forcément. Ça vous gêne pas? Non, pas forcément. Non. Moi, ça me permet de faire plus de fresques en ville. Donc cet argent, je le ramène dans la rue. Donc, très bien. Ça ne me gêne pas. Ça vous gêne pas. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Je rappelle que si vous voulez découvrir aussi l'œuvre de Dan 23, si vous ne la connaissez pas, il y a une exposition flash dans son showroom 120 Grand Rue à Strasbourg. Ça s'appelle Open Your Eyes et c'est prévu les 27 et 28 février de 11h du matin à 20h. C'est bien cela? Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez tout de suite rendez-vous avec Laurent Boyer, son équipe de Midi en France. Quant à nous, on se retrouve lundi matin à 9h50. Belle journée et bon week-end sur France 3 Alsace.